Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent. Bref, c'est pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna Roy, pour ceux qui ne le sauraient pas, tu es sage-femme et tu as écrit plein d'ouvrages sur la santé des femmes, sur la maternité, dont Tout sur les règles, best-seller chez Flammarion Jeunesse. Je parle de Tout sur les règles parce qu'aujourd'hui encore on va parler des règles, mais plutôt de la semaine qui précède les règles, la semaine où vous avez envie de pleurer, de crier pour pas grand-chose ou de vous rouler en boule sous une couette lestée. J'ai nommé le syndrome prémenstruel. Anna, c'est quoi ce syndrome ? Le syndrome prémenstruel, on peut dire que c'est des symptômes à la fois physiques et psychiques qui surviennent entre quelques jours, parfois quelques semaines avant l'arrivée des règles et qui vont disparaître peu après qu'elles aient commencé, les règles. En fait, il n'y a pas un SPM qui ressemble à un autre SPM. Parfois, c'est léger, parfois, c'est pénible et parfois, c'est carrément handicapant. Donc, ça peut vraiment enquiquiner la vie des femmes. Il faut dire que ça concerne quand même 20 à 40% des femmes, ce qui est, moi, je trouve assez considérable. Que ça peut perturber, tu vois, la vie professionnelle, la vie affective, la vie sexuelle, enfin, vraiment tous les pans de l'existence. Et que dans 5% des cas, pour le coup, ça va représenter un vrai handicap. Et puis, tu vois, il y a même des trucs dont on reparlera, mais qui sont graves, comme le trouble dysphorique prémenstruel. Okay. Donc, foutu syndrome prémenstruel. Oh là 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 là. C'est quoi les symptômes les plus courants ? Alors, on va parler d'abord des symptômes physiques. Alors, t'en as une myriade. Et je pense d'ailleurs que comme la recherche, tu sais, sur la santé des femmes est quand même balbutiante encore, on va en découvrir plein encore, mais grosso modo... C'est comme on existe depuis pas longtemps. C'est vrai que... Bah oui, je veux dire, les femmes n'existent que depuis une cinquantaine d'années, donc c'est assez logique que, tu vois, ce soit un peu lent. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut avoir mal dans les seins, on peut se sentir extrêmement fatigué, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir des douleurs articulaires, ce qu'on sait moins, on peut ne pas dormir, on peut avoir de l'acné, on peut avoir de la constipation, on peut avoir de la diarrhée, on peut gonfler d'eau, on peut avoir des ballonnements abdominaux, on peut, bref, c'est extraordinaire, on peut avoir tout un tas de choses. La fatigue, c'est aussi un symptôme, c'est-à-dire on peut Absolument, il y a des femmes et de la fatigue qui est parfois intense. À se coucher comme en début de grossesse à 21h pour se réveiller le lendemain et être encore KO, quoi. Et à l'inverse, il y a des femmes qui ne dorment plus aussi et ça participe à la fatigue. Et il y a évidemment des symptômes plutôt émotionnels ou psychiques que peut-être on connaît presque mieux, enfin, ou en tout cas qui sont plus représentatifs des clichés qu'on a sur le SPM. Eh bien oui, on peut être irritable, on peut être impatiente, on peut être anxieuse, on peut être nerveuse, on peut être triste, on peut être carrément mélancolique, on peut être hypersensible, on peut se mettre à pleurer pour des choses... qui nous font pas pleurer d'habitude, on peut avoir des troubles de la concentration, des sautes d'humeur, et j'en passe et des meilleurs, avec des complications parfois graves, on le redit, avec le trouble dysphorique. Le trouble dysphorique, c'est vraiment quand on a un SPM x 1000. C'est quoi le trouble dysphorique ? Bah là, c'est plus drôle du tout. Le trouble dysphorique, c'est une forme sévère du syndrome prémenstruel. C'est 3 à 8% des femmes quand même en âge de procréer. Et on peut pas dire, genre, c'est un simple SPM qui est un peu fort. Non, c'est même catégorisé dans les livres de médecine. Enfin, ça rigole pas. Et qu'est-ce qu'on va avoir ? Dépression sévère, désespoir, envie suicidaire, anxiété extrême, irritabilité intense, des accès de colère. Enfin, c'est plus drôle du tout. Et là, tout de suite, j'ai envie de dire que quels que soient les symptômes que vous avez ou que vous pensez avoir identifiés, je vous en supplie, pour nous aider, nous, après, professionnels de santé, à vous prendre en charge, vous faites un calendrier et chaque mois, vous mettez les émotions de la journée, etc. Et vous le faites sur 3 à 6 mois. Et comme ça, on voit ce qui se dégage. Et de fait, vous allez voir, parce que je l'ai fait, il y a vraiment des changements d'humeur brutaux ou des changements physiques assez brutaux. Et donc, c'est très important pour nous après. Ça fait un peu suer, mais faites-le. Là, si on fait le tableau, on l'amène à sa sage-femme, on l'amène à sa gynéco, mais en quoi, en gros, ça va l'aider dans notre suivi ? Enfin, qu'est-ce qu'elle va pouvoir en faire, elle ou il ? Parce que, par exemple, moi, je me rappelle d'une patiente qui dit « Oui, j'ai un syndrome prémenstruel très fort, voilà, c'est l'enfer à chaque fois. » Et puis, je prends son tableau, et puis en fait, je vois qu'en fait, il y a une humeur dépressive qui est constante. Donc, je lui dis non, je ne crois pas que ce soit un SPM. Donc, par exemple, là, non, c'était pas un SPM, d'ailleurs. En fait, elle a été prise pour une dépression sévère. À l'inverse, il y a des femmes qui disent « Non, mais j'ai pas de SPM. » Et puis, en fait, elles ont des symptômes de fou et il faut vraiment les traiter, tu vois. Donc, c'est important. Et puis, ça permet aussi de prévenir et d'anticiper et d'organiser sa vie en fonction. En attendant d'essayer de trouver un traitement, en essayant de trouver des solutions, ça permet de se dire « Ok, donc là, vraiment, je sais pas, les 4 jours avant, la semaine avant, je suis vraiment... » Donc, je vais pas aller prendre de grandes décisions. Je vais pas aller faire des choix. Je vais pas, même du point de vue de mon entourage, essayer de limiter la casse. Parce que moi, par exemple, je peux dire des choses vraiment définitives et terribles. Enfin, ça permet d'essayer de mieux se connaître, quoi.
Mais on peut traiter le SPM? Oui, ça peut se traiter. Enfin, ça peut se traiter. Oui. Enfin, il y a des médicaments. Mais non, mais il y a... justement, ouais. c'est-à-dire que la recherche est balbutiante, je te l'ai dit, et qu'on n'a pas de traitement. Je peux pas te dire, youpi, on a un traitement pour le SPM. Non, ça, je peux pas te dire ça. Mais déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que en améliorant l'hygiène de vie, franchement, ça marche. C'est-à-dire? Par exemple, l'alcool, tu vois, ça se sait pas trop. Mais l'alcool, ça intervient dans le système hormonal, vraiment. Ça perturbe le système hormonal. Et de fait, il y a des femmes qui, en arrêtant l'alcool ou en limitant drastiquement, ont vu des améliorations franches de leur SPM. Que pendant la semaine de SPM ou tout le temps? Non, il vaut mieux... Arrêter tout le temps. Ouais. Ok. Tu vois, ça, c'est par exemple assez étonnant. Bien sûr, plus on fait de sport, mieux on se porte. Ça marche sur le SPM. Ok. Bien sûr, mieux on s'alimente. On sait que les produits très sucrés, très gras, ça fait pas du bien. Très transformés aussi. Absolument. Ok. On sait qu'il faut faire attention à son sommeil. C'est-à-dire que, effectivement, dans la semaine 10 jours, si vous commencez à se coucher tous les jours à 2h du mat, à vous lever à 6, ça va pas le faire. Enfin, grosso modo, il faut revoir son hygiène de vie. Alors, je dis pas que ça va marcher dans tous les cas, pas du tout. Okay. Mais ça vaut le coup d'essayer. En tout cas, l'alcool... C'est des semaines d'hibernation? Ouais, ça peut. Mais c'est quand même une semaine par mois. Enfin, à un moment donné, on hiberne une semaine par mois. Vraiment, genre, c'est non, le seul alors truc c'est pas qu'on peut hiberner, mais c'est pour ça qu'on va voir qu'il y a d'autres choses à faire. Mais de fait, ne pas boire d'alcool, c'est bénéfique pour tout le monde. Oui, non, mais ok. Non, mais ça franchement, mais et même se coucher tôt. Enfin, je pense que à l'âge qu'on a, non, mais à la trentaine, à la quarantaine, se coucher tôt, pas boire d'alcool, moins sortir, ça va. Mais une jeune femme de 20 ans, est-ce qu'elle a vraiment envie de faire ça parce que on lui propose rien d'autre pour son SPM? Alors, c'est là où ça va pas. Ok. Et c'est là où c'est très important d'observer les cycles, de voir si on a des cycles qui sont normaux. C'est important de voir s'il y a des douleurs pendant les règles particulières. C'est important de voir si les cycles sont réguliers. Donc, est-ce qu'il y a un SOPK? Est-ce qu'il y a une endométriose? Est-ce qu'il y a une adénomiose? Est-ce qu'il y a des troubles hormonaux, etc. Enfin, il faut vraiment fouiller, chasser, ça c'est certain. Après, on peut donner des traitements hormonaux, mais alors il y a pas mal de femmes qui sont rétives, mais qui marchent. Par exemple, on peut donner certaines pilules, et puis on peut donner de la progestérone avant les règles. Enfin, il y a des solutions. Hormonales, du coup. Hormonales. Après, bien sûr, dans le cadre du trouble dysphorique, il peut y avoir des antidépresseurs, il peut y avoir plein de choses. En fait, on peut mettre en place plein de choses. Mais pour ce qui est des traitements hormonaux, il faut encore que ça convienne aux femmes. Moi, je dis toujours, ça vaut le coup d'essayer. Parce que souvent, il y a un truc, en France, je sais pas pourquoi, genre, on se met à prendre la pilule, c'est pour toute la vie, on peut pas changer, on est marié avec. Non. Okay. On peut très bien se dire, on essaye, je sais pas, la progestérone, ou on essaye de prendre une pilule pendant 3 mois, puis on voit ce que ça donne. Soit c'est miraculeux et c'est chouette, c'est tant mieux, et tout le monde est content. Soit ça convient pas du tout, on arrête. Ok. Parce que, en effet, l'un des symptômes possibles de la pilule, c'est aussi un peu des troubles de l'humeur ou... Enfin, des troubles dépressifs. Et du coup, je pense qu'il y a aussi des femmes qui disent, bon, bah d'accord. Et à juste titre. Et puis, il y a des femmes qui n'ont pas envie de prendre des médicaments tous les jours. Donc, c'est pour ça, mode de vie, c'est clair. Observer ses cycles, voir s'il n'y a pas une pathologie sous-jacente. Alors, ça, c'est très débattu. Et encore, malheureusement, on n'a pas encore d'études suffisamment qui appuient tout ça. Mais il y a certains compléments alimentaires. Alors, je parle de compléments alimentaires en disant supplémentation, plutôt. Si on est carencé, par exemple, en vitamine D, si on est carencé en magnésium, si on est carencé en zinc, si on est carencé en vitamine B6, etc., ça peut vraiment améliorer. Donc, quand tu parles de compléments alimentaires, c'est pas forcément ceux qui sont brandés pour vous aider pour le syndrome prémenstruel. Et surtout pas n'importe lesquels. Parce que le problème des compléments alimentaires, c'est que ce ne sont pas des médicaments, donc ils ne sont pas contrôlés, ils ne sont pas à l'objet d'études, etc., comme les médicaments. Donc, il peut y avoir des trucs qui sont chouettes, et il y a des trucs pourris. Et surtout, on peut se complémenter ou se supplémenter, alors qu'en fait, on n'a pas du tout besoin de ça et qu'on n'a pas du tout besoin de déficit. Et dans ce cas-là, vous allez payer une boîte 27 € pour faire pipi 27 €. C'est dommage, parce que tout ce dont vous n'avez pas besoin, vous allez en transformer en pipi. Donc, effectivement, ça vaut le coup. Et c'est pour ça que c'est bien, avec un professionnel de la santé, de voir si, effectivement, il y a des carences. Alors, on n'est pas tous super bien formés, c'est vrai. Donc, c'est pas facile. Franchement, dire qu'il y a une solution miracle au SPM aujourd'hui en France, en 2025, non. Peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, mais aujourd'hui, non. C'est même pas une question de solution miracle, c'est genre, il n'y a pas de solution. Enfin, solution miracle, j'imagine, oui, compliqué, un truc qui annulerait pour tout le monde les symptômes, mais genre, il n'y a même pas de début de solution. Non, mais tu vois, après, tu as des patientes quand même. Là, je pense à cette patiente qui a arrêté l'alcool. Elle a arrêté l'alcool. Alors, ça lui a coûté, tu vois. Ouais. Elle s'est complémentée en vitamine B6, en vitamine D, oméga 3. Et la meuf, elle a plus de syndrome prémenstruel. Okay. Il y en a une autre, en fait, on s'est aperçu qu'elle avait une adénomiose et que, en fait, ça majorait ou je sais pas quoi. Bon, elle a été mise sous pilule et ça va beaucoup mieux. Okay. Donc, tu vois, il faut pas se dire non plus, il y a rien. On fouille, on voit, on regarde et si on trouve une solution, c'est toujours la même histoire. En fait, il faut trouver un professionnel de la santé, sage-femme, médecin avec lequel on se sent bien. Et c'est ça la clé du succès, où il y a une rencontre, où il y a... J'entends toujours sur les réseaux, ah non, mais nous, on veut trop comme sage-femme. Mais non. Parce qu'en fait, moi, je conviens à certaines personnes, je conviens pas du tout à d'autres, parce que j'ai une façon de parler, plein de choses. Donc en fait, il faut trouver la personne qui vous convient à vous. C'est comme un amoureux, une amoureuse. Il y en a forcément un quelque part. Et ben, le professionnel de la santé, c'est exactement la même chose. Forcément, vous allez le trouver. Mais des fois, il faut chercher, des fois, on n'a pas de chance, et il faut chercher longtemps avant de le trouver le bon.
Encore faut-il qu'il y en ait suffisamment aussi de professionnels de la santé, mais bon, c'est clairement pas de votre faute. Et puis, tu vois, il y a des trucs plus, entre guillemets, naturels, mais qui ont des bons résultats. Moi, je suis là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais l'onagre, la bourrache, l'alchimie, enfin tout ça. C'est des plantes, c'est donc le traitement en phytothérapie. Mais moi, de fait, il y a des sages-femmes phytothérapeutes, des médecins phytothérapeutes, je suis là, qui m'ont dit, mais essaye et fais essayer à tes patientes. J'avoue que j'ai de bons résultats. Ok. Donc pourquoi pas? Bah oui. Tu peux redire le nom des plantes au cas où? Tu peux avoir de l'huile d'onagre, mais alors là attention parce que pour le coup la phytothérapie c'est pas parce que c'est des plantes que ça marche pas, au contraire les plantes peuvent être vraiment toxiques, donc on prend pas n'importe comment, mais vous pouvez avoir l'onagre, la bourrache, l'alchimie, enfin le gâtillier, il y a plein de choses. Mais attention parce que ça dépend, des fois c'est parce qu'il y a des femmes elles ont pas assez de progestérone, il y en a d'autres c'est parce qu'elles ont trop d'oestrogène, donc on prend pas toutes ces plantes n'importe comment parce que ça peut avoir des effets qui sont pas bons. On attend d'être suivi par un phytothérapeute. Non, des fois les sages-femmes, les médecins, ils s'y connaissent. Okay. Ils savent, déficit en progestérone. Et puis il y a des comptes. Il y a un compte qui s'appelle Émancipé. Okay. Il y a un compte qui s'appelle aussi Marion Vallée Sage-Femme, où il y a un tas d'infos là-dessus. Vous pouvez trouver un tas d'infos sur le cycle et essayer de comprendre comment ça marche. Est-ce qu'on peut reparler un peu de troubles dysphoriques? Bien sûr. De ces spécificités. C'est-à-dire que quand on a un trouble dysphorique, donc tu l'as dit, c'est 3 à 8% des femmes. Déjà, ce chiffre C'est énorme. Hein. Enfin, c'est énorme en vrai. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a une femme sur 12 potentiellement qui vraiment a un SPM très 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 fort, quoi. Mais c'est au-delà du SPM très fort, c'est une maladie. Ok. Et moi, c'est ça vraiment que je veux qu'on retienne, c'est que c'est pas un SPM fort, c'est une maladie. Ok. Ça devient vraiment hyper important d'observer sur plusieurs cycles. On peut pas faire le diagnostic si c'est pas sur plusieurs cycles, donc là il faut vraiment noter. Là, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est quand même très malheureux de ma part, mais s'il y a des envies suicidaires, évidemment, on n'attend pas 3 cycles. Hein. Il y a des envies suicidaires, là, on consulte directement aux urgences. Il n'y a pas de sujet. Mais pour le reste, oui, il faut vraiment noter... C'est quoi les symptômes? Alors, je les répète, dépression sévère ou désespoir, anxiété extrême, tension, nervosité, irritabilité intense, accès de colère, sentiment de perte de contrôle, repli sur soi, idées noires ou pensées suicidaires. Ça, c'est dans les cas les plus graves. Et puis après, tu peux avoir des difficultés de concentration, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit... Et puis après, tous les symptômes physiques dont on a un peu parlé, les douleurs dans les seins, les ballonnements, les maux de tête, etc. Donc on l'a dit, c'est une maladie et donc il faut être traité. Tu as bien sûr des thérapies cognitivo-comportementales qu'on fait auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre. On peut essayer les antidépresseurs qui marchent bien pendant la phase lutéale ou en continu. Là, parfois aussi, ça vaut le coup de mettre des contraceptifs hormonaux, mais là encore, il faut tester, voir si c'est la solution ou si c'est pas du tout la solution. Et puis, il y a des cas extrêmes où il y a des femmes dont on va bloquer carrément l'ovulation. Ok. J'ai vu une fois, tu vois, en 10 ans. Ok. Donc c'est quand même très rare. Mais ces femmes-là qui ont ce trouble dysphorique, elles s'en rendent compte au bout de combien de temps? Mais en fait, ce qui me rend hystérique, c'est qu'il y a tellement ce truc à la con qui circule partout, qui est de dire « Ah, mais les femmes, elles vont pas bien. Ah, les femmes, gna gna gna, elles sont chiantes avant leurs règles. » Que de toute façon, les femmes sont là, elles prennent sur elles, elles se disent « Ouais, je suis chiante avant mes règles. Je vois tout en noir. » En fait, non, quand ça pourrit la vie, que ça a un impact sur sa vie professionnelle, affective, sociale et tout ce qu'on veut, c'est pas normal du tout, quoi. C'est comme, il faut arrêter, pareil, non, c'est pas normal d'avoir mal pendant les règles, non, c'est pas normal d'être hyper mal avant ses règles, pas du tout, hein. Et c'est dur d'évaluer la normalité parce que il y a beaucoup de gens qui vont être très émus, le moindre truc va... Oui, et d'ailleurs, des fois, ça peut être positif. Ouais. Mais à partir du moment où ça a une répercussion sur votre vie, alors c'est plus positif du tout. Non, puis même quand on a vraiment mal au sein pendant 10 jours, c'est pénible. Et puis, oui, ce que j'ai pas dit, oh là là, je l'ai pas dit, le syndrome prémenstruel, il peut venir... On peut n'en avoir jamais eu, puis en avoir. On peut en avoir et puis qui disparaissent. Enfin, c'est pas du tout un truc qui est fixe dans la vie des femmes. Hein. Okay. Ça peut être après un accouchement, ça peut être avant un accouchement. Il n'y a pas de règle, quoi, je veux dire. Oui, est-ce que c'est majoré à certaines périodes de la vie? On imagine bien adolescence potentiellement. C'est beaucoup de bouleversements, peut-être qui va être plus fort. Je sais pas. En préménopause, par exemple. Okay. On sait que des fois en post-accouchement aussi. Mais, moi, je vous dis. Apprendre avec des pincettes, quoi. Ouais, apprendre des pincettes. Retenez que ça peut survenir n'importe quand et que. Donc on peut ne jamais avoir eu, et c'est peut-être là où c'est super dur, de SPM chiant, et en fait, du jour au lendemain, avoir un SPM handicapant. Absolument. Et en même temps, il y a plein de femmes qui sont sous hormones. Un jour, elles arrêtent les hormones, elles découvrent aussi qu'elles ont un SPM, peut-être, non? Oui. C'est pour ça que je dis qu'il y a SPM et SPM, que ça veut rien dire. Parce qu'entre celle qui va juste avoir tout petit peu mal à la tête, un tout petit peu fatiguée et basta, et ça dure 3 jours, c'est évidemment pas la même chose que sa voisine pour laquelle ça dure 10 jours, qui gonfle, qui prend 4 kilos, qui est au bout de sa vie, etc. Donc c'est pour ça à voir et évaluer. C'est pour ça que l'observation, faites un petit journal, je trouve ça bien, moi, les petits journaux. Petit journal pendant 3 à 6 mois si vous n'êtes pas dans une situation d'urgence. Évidemment.
Tout à l'heure, tu parlais de tout ce qu'on pouvait manger, compléments alimentaires, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres trucs auxquels on pense pas dans l'alimentation Je vais être pénible, là. J'en peux plus de ces gens qui disent partout ce qu'il faut manger, comment il faut descendre les escaliers, mais je le fais là quand même. Comment il faut descendre l'escalier sans sautiller. Sans sautiller. Il faut évidemment favoriser les aliments riches en magnésium et volontiers se supplémenter en magnésium. C'est quoi les aliments riches en magnésium? En vrai, vas-y, toi au moins on te fait confiance, tu vois, plutôt que 12 influenceurs qui disent des trucs différents. T'as les légumineux, tu vois, les légumineux, lentilles, pois chiches, fèves, etc. T'as le chocolat noir, t'as les graines de courge, les amandes, les noix du Brésil, tout ce genre de trucs, tu vois, l'avocat, les bananes. Il y a beaucoup de magnésium dedans et ça, ce serait bon. Oui, non, mais ça, c'est bon parce que ce qui est sûr, c'est quasiment l'ensemble de la population française est carencée en magnésium. Il y a un médecin que je vous invite à suivre qui s'appelle le docteur Guillaume Font sur Instagram, que j'adore. Il parle de ça et la supplémentation en magnésium en systématique, on risque rien et on se fait du bien juste. Ensuite, il nous faut du calcium et de la vitamine D. C'est donc quoi, ça, le calcium et la vitamine D? Alors là, les gens vont hurler. Non. Ah oui, la vitamine D, oui. 10 minutes d'exposition solaire par jour, mais sinon, pareil, on peut se supplémenter. Et puis, tu peux avoir ça dans les poissons gras, petits poissons gras, sardines, maquereaux, pour pas qu'ils soient pleins de mercure. Les œufs aussi. Et puis le après, calcium le calcium, alors là, les laitages. Bon, évidemment, ça fait hurler plein de gens qui sont anti-laitage, mais quand même, les laitages, c'est bien quand on n'est pas intolérant. Le chou kale, les brocolis, les amandes, tout ça. Il y a du calcium dans les choux kale? Ouais. On peut peut-être commencer à en manger. Et sur le calcium et les magnésiums, on pense jamais aux os enrichis. Malheureusement, j'ai pas le droit aux os enrichis. Là, j'ai pas le droit de vous citer de marques. Mais c'est des marques qui ont des goûts. Enfin non, ça dépend parce que les gens. Je vois très bien. Je la visualise. Il y en a 2, mais en fait, c'est excellent. Moi, tu vois, par exemple, tout le monde s'en fiche, mais en syndrome prémenstruel, je bois ça me fait un bien fou. Ah ouais? Juste, toi, tu bois une eau différente, l'eau qui fait c'est-à-dire qui commence par C et qui finit par X, quoi. Ouais, et une autre qui commence par E, qui finit par AR. Ah ouais, je vois. Ah ouais, ok, d'accord. Mais très bonnes eaux. Très bonnes eaux. Ce sont de très bonnes eaux. C'est pas bon, ça. Ok. Mais ça peut aider, en tout cas. Oui, et privilégier les oméga 3. Les oméga 3, on n'en a pas assez non plus. Mais en fait, juste à un moment donné, je trouve qu'on n'a à aucun moment donné de notre vie un cours sur la nutrition. Les oméga 3, par exemple, tu me demandes où il y en a, je sais pas te répondre. Non, ça, c'est pas possible. Mais où il y en a? Dans les poissons gras, graines de lin, chia, etc., huile de colza, huile de lin, l'huile de cameline. Tu connais pas l'huile de cameline? Non, mais ramène-moi de l'huile de cameline. C'est extraordinaire. En plus, c'est produit en France. Il y a des huiles magnifiques bio locales. L'huile de cameline. Ah, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais tu cuisines avec ça? Non, il faut la manger crue. Enfin, crue, je veux dire, pas cuite. Comme ça, clou? Ah non, si tu mets sur des légumes, etc., c'est un goût très intéressant en plus. Enfin bref, il y a plein de choses à savoir. Là, j'ai pas le temps de tout dire. Écoute. On vous en reparlera, mais en tout cas, toi, tu recommandes si on sent que c'est vraiment un SPM qui a des conséquences que vous aimez pas trop, mais pas lourdes, parce que là, on passe dans un trouble. En fait, vous êtes là, oui, Anna, elle nous rabâche les oreilles, il faut manger ci, il faut pas faire ci, il faut pas boire d'alcool. Vous avez raison. Mais n'empêche que, effectivement, on a des périodes clés de la charnière de la vie des femmes qui sont pénibles, l'adolescence, ménopause, préménopause, accouchement, postpartum, SPM, machin, etc. Alors, c'est vrai que c'est une charge physiologique intense, que c'est pénible et tout ce qu'on veut, ok. Mais en fait, c'est une chance. Parce que du coup, ça permet de s'intéresser à la nutrition, ça permet, si on a envie, de s'intéresser à comment être mieux en soi. Les hommes, ils le font jamais, ça. Enfin, très peu. Enfin, ça dépend, les grands sportifs, oui, mais pas les autres. Donc, en fait, plutôt que de voir ça comme un rébarbatif, c'est passionnant, la nutrition, en vrai. Savoir ce qu'il y a dans les aliments, et ça permet de revoir son alimentation bio, locale et tout. Moi, je suis devenue... tomber dans un truc de comptage de calories. Enfin, là, toi, tu parles pas de comptage de calories, qui déclenche des TCA, bio, local, des bons produits, tu vois, des trucs... Non, au contraire, des trucs bons. Des trucs délicieux. Oui. Et il y a un truc que tu dis souvent et que t'as pas dit aujourd'hui, c'est que certes le SPM c'est pénible, mais le fait d'avoir une fluctuation dans les cycles, c'est aussi des moments où on voit la vie de manière différente. En SPM, on est très empathique, par exemple. Oui, ça, quand le SPM n'est pas trop pénible, je dis aux femmes, mais quelle chance on a d'avoir plusieurs points de vue sur un même objet dans nos vies, c'est merveilleux. Même sur notre relation de couple, sur notre travail, sur plein de choses, on voit chaque objet, en fait, on est beaucoup plus intelligente parce qu'on a accès à tous les faces d'un même problème. Alors que les hommes ont une vision beaucoup plus mono... Bon, c'est méchant de dire ça. Non, mais c'est pas grave. Mais je t'assure que du coup, ça nous permet d'avoir une pluralité de points de vue sur une même chose. Et c'est vrai que des choses, on va voir, c'est dramatique, c'est terrible, etc. Puis après, on le voit beaucoup mieux. C'est intéressant. Et quand on est sous contraceptif hormonal, on n'a plus du tout de SPM, de variation, de cycle. On perce ce 360. On perce ce 360. Entièrement? C'est une bonne question. Non, pas forcément. Puis de toute façon, il y a plein de femmes qui sont capables. On est capable d'avoir des 360 sans les hormones, tu vois. Faut pas non plus exagérer. Non, mais bien sûr. Ouais. Mais c'est intéressant.
Ok. Il y a des femmes, tu vois, qui arrêtent les contraceptifs, qui sont vachement contentes de ça. Et à l'inverse, il y a des femmes qui ne supportent pas ça et qui ont envie d'être pas du tout comme ça. Que ça n'intéresse pas du tout, cette pluralité de points de vue. Ce que je comprends très bien aussi. Toi, globalement, si on doit retenir une chose, qu'est-ce que tu conseilles à une femme qui écoute cet épisode et qui dit « Ouh là là, mais en fait, oui, moi, mon SPM, ça va pas du tout. Enfin, je le vis très mal en réalité. » Qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle trouve une bonne sage-femme ou un bon médecin. Et elle va mettre du temps à se marier avec quelqu'un. Enfin, elle ne se mariera pas, mais je veux dire, elle va trouver quelqu'un avec qui c'est chouette. Pensez à cette histoire d'amoureux, d'amoureuse. Vous êtes sur les applications de rencontres, vous datez. Bah, c'est pareil, vous faites pareil avec les professionnels de la santé. Mes collègues, mes consoeurs vont me détester, mais c'est pas grave, je l'assume. Parce qu'une fois qu'on a la bonne personne, alors tout est bien pour le SPM, le suivi gynéco, pour tout. C'est génial. Trouvez l'aiguille dans la botte de foin et l'aiguille qui vous convient. Eh ben merci Anna, bonne recherche pour cette aiguille, on vous dit à la semaine prochaine. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la production éditoriale Nina Pareja, la musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.